Bienvenue sur la chaîne d'Atsal dédiée à la Russie d'aujourd'hui. Dans cette nouvelle vidéo, je vais répondre à toutes les questions concernant le marché de l'emploi, la situation économique en Russie et l'avenir de la Russie, toutes les questions que nous avons reçues depuis l'ouverture de la chaîne. Bonjour Alexandre. Bonjour Diana. Et nous nous retrouvons dans les nouveaux logos d'Atsal. Vous avez déménagé? Exactement. En fait, Atsal a passé une nouvelle étape de son développement et nous avons, au cours du mois dernier, en fait, déménagé dans ces nouveaux locaux. On a eu un grand coup de chance puisqu'on cherchait des nouveaux locaux plus grands dans le centre historique de Moscou. Et on a trouvé donc dans ce bâtiment absolument magnifique de 4 étages, qui est un bâtiment très ancien, puisque les 2 premiers étages ont été construits en 1893, je crois, et les 2 étages supplémentaires à la Révolution de 1917. Donc c'est un magnifique petit bâtiment historique de Moscou centre et qui est situé donc sur la rue Bolchaïa-Ordinka, qui est une rue assez célèbre du centre de Moscou. Et voilà, c'est un bâtiment très beau, très ancien. Et il est accolé à une toute petite église assez magnifique. Donc on est vraiment au cœur dans le centre de Moscou, et on est au cœur du quartier des monastères et des églises. Donc on est très bien, très content d'avoir ces nouveaux locaux ici. Et pas loin de la galerie Tretiakov. Exactement. Et alors Alexandre, dans cette vidéo, tu souhaites répondre à de nombreuses questions de tes abonnés. Exactement, on a lancé la chaîne ensemble il y a un peu plus d'un mois maintenant, et je me suis aperçu que sous chaque vidéo il y avait des commentaires, il y avait des questions. Donc j'ai listé toutes les questions, enfin quasiment toutes les questions que j'ai reçues, et sur YouTube et sur Facebook et sur Instagram. Et donc on va tenter aujourd'hui de répondre à toutes les questions des abonnés, voilà. Ça va être réponse aux questions aujourd'hui. Alors, les premières questions concernent la démographie russe et le système financier russe-chinois. Oui, alors ça, c'est 2 sujets très intéressants. Je remercie les abonnés qui m'ont soumis ces sujets. Effectivement, c'est 2 sujets clés. La démographie est un sujet très important puisque ça se répercute sur le marché du travail. Mais c'est un sujet qu'on traitera à part. On fera une vidéo dédiée à la démographie russe. C'est un sujet très compliqué, très intéressant. Et le système financier, oui, beaucoup de gens en parlent avec tout ce qui se passe, les nouveaux systèmes financiers indépendants en Chine, en Russie, etc. Notamment la connexion entre la Russie et la Chine. Donc on fera sur ce sujet-là, c'est un sujet compliqué aussi, on fera une vidéo dédiée au courant de l'été ou à la rentrée prochaine. Ok. La première question. Comment chercher un travail à Moscou, un emploi pour les diplômés étrangers qui ont étudié en Russie, par exemple ingénierie, management, médecine, etc. Alors, la première chose à faire, c'est de bien comprendre avec la recherche d'emploi, on l'a déjà traité dans une vidéo. Donc déjà, la première chose, c'est que je pense que les gens qui ont cette question peuvent déjà consulter la vidéo qu'on a fait sur la recherche d'emploi en Russie, sur comment bâtir une stratégie de recherche d'emploi. Ils peuvent aller consulter sur le site Alexandre de Russie l'article écrit concernant cette thématique aussi, qui est en lien avec la vidéo. Voilà. Et puis bien comprendre qu'effectivement les jeunes diplômés qui ont des diplômes russes, s'ils sont étrangers, donc ont une valeur ajoutée sur le marché, puisque déjà ils ont un diplôme russe, donc ils sont censés parler russe. En plus, il y a eu des discussions à un moment sur le fait que l'obtention de la nationalité russe serait facilitée pour les jeunes étrangers qui ont des diplômes supérieurs russes. Donc il y a vraiment, on a eu tout un grand intérêt pour ces profils à chercher du travail en Russie. Et puis il faut bien comprendre que le statut VKS, dont on a déjà parlé, qui est le statut des travailleurs hautement qualifiés, permet aujourd'hui une facilité d'emploi pour l'employeur pour embaucher un étranger, puisque ça lui coûte moins cher, c'est direct pour 3 ans. Donc effectivement, il faut, quand on a un diplôme russe obtenu en Russie et qu'on est étranger, il faut s'accrocher parce qu'on a les cartes en main pour trouver un travail à Moscou en fait. Et le meilleur des choses à faire, c'est de contacter Atsal pour être aidé à trouver un travail en Russie. D'accord, merci. La question suivante. Sébastien nous demande quelle est la différence entre un CV français et un CV russe. Alors, il y a une énorme différence. C'est une super question de Sébastien. Merci Sébastien. La principale chose, c'est que en France et en Europe, on a une tendance à vouloir faire des CV très courts. Nous, on a le CV sur une page en France. Un CV hyper synthétique, il y a voilà, des expériences, 4 bullet points. L'idée, c'est d'être hyper synthétique et c'est sur une page. En Russie, c'est différent. Les CV sont souvent moulés en fait sur le modèle imposé par le principal site d'offre d'emploi qui est hh.ru, headhunter.ru. C'est un énorme job board, c'est le 2e au monde maintenant. Il y a plus de 25 millions de CV dessus. Et donc en fait, quand on s'inscrit en tant que demandeur d'emploi ou en recherche d'emploi, on a
il y a une forme obligatoire pour remplir sa candidature et donc mettre son CV en ligne. Elle est assez archaïque et en fait, elle est peu synthétique. Donc oui, les CV en France sont très courts et très synthétiques. Les CV en Russie sont peu synthétiques. Et surtout, plus les candidats ont de l'expérience, plus ils aiment en Russie montrer tout ce qu'ils ont fait et tout expliquer. Donc on a souvent des CV de 3, 4, 5, 6 pages. Alors pour les recruteurs, c'est très compliqué parce que entre un CV d'une page et un CV de 6 pages, il faut 6 fois plus de temps pour le lire. Et puis, comme on a souvent, quand les candidats sont un peu âgés, des gens qui ont fait des études, mais qui ont travaillé dans le commerce, puisque à la fin des années 90 et au début des années 2000, c'était le commerce qui se développait, et que donc même les ingénieurs en physique nucléaire se sont bien faire du business, on a souvent des parcours qui sont très différents. Par conséquent, oui, grande différence entre la conception d'un CV en France, par exemple, et en Russie. Ce que nous, on suggère aux candidats, quand ils recherchent un emploi, c'est de faire des CV synthétiques, mais surtout de se synthétiser eux-mêmes en 3-4 lignes en haut du CV. C'est-à-dire qu'on a votre nom, votre photo et 3 lignes, 4 lignes sur voilà critères candidat parle anglais, français, russe, 5 ans d'expérience, business développement. Voilà, c'est les 3-4 grandes caractéristiques du profil. Comme ça, quand le recruteur lit beaucoup de CV, au moins il se souvient de ce petit bloc. Il se souvient que Diana, c'est la jeune femme brune qui fait des vidéos blogging en français. Voilà, hop, on se souvient que c'est elle. Donc s'auto-synthétiser en 3-4 lignes en haut du CV, c'est souvent la chose très importante pour les CV en Russie, parce que ça permet d'éviter aux recruteurs d'avoir à trop porter attention à la masse d'informations qui est dans le CV en fait. Et à ton avis, quelle est la longueur optimale d'un CV? Alors en France, c'est une page, à part pour des postes peut-être vraiment de top management, où globalement on a besoin d'avoir vraiment du condensé sur les expériences, enfin vraiment de l'explicatif sur les expériences et de voir un petit peu qui, quand, quoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé. Mais voilà, il faut qu'un CV fasse une page, maximum 2 pages. Au-delà de 2 pages, ça commence à devenir malheureusement plus long à lire pour le recruteur. Donc, il peut manquer de temps, il peut passer trop vite et oublier des choses. Voilà, donc l'idéal, c'est un CV d'une page et demie, 2 pages, mais pas plus de 2 pages. Ok, merci Voilà, beaucoup. un secret des recruteurs de révéler de plus. On passe à la question suivante. Y a-t-il des différents styles entre un entretien français et un entretien russe? Oula, ça c'est une bonne question. Oui, il y a des différences. Je pense que aujourd'hui en Europe, si on parle de positions de type équivalente sur des positions, on va dire junior ou middle management, on est plus en Europe dans les entretiens à être créatif et à tenter de comprendre la personnalité, l'attitude, ce qu'on appelle les soft skills. Je pense qu'en Russie, on est encore plus dans une logique un peu plus conservatrice où on se focalise plus sur le savoir, donc les hard skills. Donc il y a des différences. Après, sans doute, si on parle de top management, les profils sont beaucoup plus linéaires de par leurs expériences en France. Les expériences sont beaucoup plus linéaires et beaucoup plus compréhensibles. Donc il est beaucoup plus facile en fait de faire un entretien puisque on comprend les tenants aboutissants, on voit le point de départ et le point d'arrivée. Les profils en Russie souvent ont des parcours très chaotiques, très inattendus, et par conséquent ça entraîne que le recruteur ou la personne qui pose la question, elle est obligée de faire preuve de beaucoup plus d'agilité mentale pour faire le tour en fait du profil et essayer de comprendre quelle est la logique du parcours, quel est le driver de la personne, etc. Donc plausiblement, oui, il y a vraiment une différence. C'est plus dur de faire passer des entretiens en Russie aussi parce que plausiblement, les candidats dans un marché de candidats sont moins en recherche d'emploi, ils ont moins besoin de se vendre, ils ont plus besoin de se faire vendre le poste et le projet. En Europe et en France, il y a beaucoup de chômage, donc les candidats sont beaucoup plus bavards. Ils ont besoin de se survendre. Prenez-moi, donnez-moi ce travail. Donc c'est des logiques. Il y a des logiques culturelles différentes, des logiques de parcours différentes, et il y a une situation économique qui est différente. Et Atsal a introduit déjà des entretiens vidéo. Est-ce que tu parlais maintenant Oui. des entretiens en tête-à-tête ou Oui. des entretiens vidéo? Je parlais uniquement des entretiens en tête-à-tête. Les entretiens vidéo, alors ça c'est vraiment un moment intéressant. Alors ça vient d'Europe, ça vient d'Amérique, puis d'Europe, et culturellement les Européens sont très friands de ça. On leur envoie des entretiens enregistrés, oui ils le font, c'est très décontracté. En Russie il y a une méfiance, c'est plutôt dans la logique, les candidats se disent oh là je suis enregistré, mais après cet enregistrement va où? Et va rester où? Pendant combien de temps? Donc ils sont beaucoup plus compliant à la loi dans un sens, mais à partir du moment où le candidat russe s'est fait expliquer ce que c'est qu'un entretien vidéo et quel est l'intérêt, c'est-à-dire de pouvoir se vendre, on a des entretiens vidéo qui sont juste des merveilles. J'ai parlé, je crois, dans une vidéo, je sais plus, mais on a des candidates qui se filment au coucher de soleil sur le Kremlin
ou sur un pont à Moscou. Oui, elles font leur entretien avec Christian Sauveur derrière. Donc, ça donne vraiment une profondeur émotionnelle, culturelle, humaine très forte parce qu'on se dit, le candidat a réfléchi à un endroit pour aller se filmer et parler de lui. Et donc, il y a vraiment des entretiens extraordinaires qu'on a reçus. Et là, pour le coup, ça dépasse en créativité et qualité ce qu'on voit en Europe, où on le fait de façon cool dans son salon, mais voilà, on prépare pas une espèce de scénario autour. Donc, les candidats russes, surtout les jeunes, s'avèrent très très performants en fait en vidéo entretien. Ok, c'est intéressant. Et puis bavard, voilà. Alors, une nouvelle question de Sébastien. Merci Sébastien. Sébastien demande au guide de l'évolution de carrière. L'évolution de carrière, alors oui, oui, il y a beaucoup de choses à dire. Encore une fois, clairement, encore une fois, les parcours sont beaucoup plus linéaires en France et en Europe sans doute, et beaucoup plus, on va dire, ça monte moins vite. Faire une carrière, c'est long. Obtenir un poste de cadre supérieur, c'est pas 25 ans. Donc les responsabilités sont distribuées en Europe avec beaucoup de temps. Donc c'est lent, c'est long, c'est pas ennuyeux, mais c'est prévisible. En Russie, c'est l'inverse. Sur une opportunité, un réseau, un contact, un junior peut prendre une position en responsabilité. Quelqu'un de 26 ans peut se retrouver à manager 50 personnes et un projet plusieurs millions de dollars. Donc ça va beaucoup plus vite en Russie. Les Russes jeunes, employés, compétents sont beaucoup plus avec des responsabilités sur le dos très tôt. On voit bien une forme de scène politique en Russie. Il y a des Medvedev très très jeune qui était président, qui sont premier ministre. Même la scène politique est beaucoup plus jeune. Et dans le business, c'est pareil. On a plus de femmes à des postes dirigeants qu'en Europe. On a plus de jeunes avec des responsabilités. Donc on est quand même dans une dynamique très différente. Et les carrières évoluent comme ça, avec parfois des montagnes russes en Russie, mais aussi le fait qu'il y a beaucoup plus d'imprévus. C'est-à-dire on peut avoir quelqu'un je me rappelle de cette candidate francophone qu'on avait eue, diplômée institut ici, qui crée des têtes de missiles balistiques. Très jolie jeune fille, parlait français, et puis elle cherchait un poste de commercial dans une entreprise française qui faisait des solutions pour les produits pharmaceutiques. Donc il y avait tout à fait inattendu d'avoir ce parcours-là et de faire ce travail-là. Et puis finalement, elle est partie en France, travailler sur autre chose. Et donc, voilà, on a vraiment des parcours beaucoup plus inattendus et souvent beaucoup moins de corrélation entre le package d'études et la carrière professionnelle. C'est très découpé en fait. Alors qu'en France, c'est quand même beaucoup plus lié. Quand on fait du droit en France, généralement, on travaille dans le droit. Quand on fait une étude de commerce, on travaille dans le commerce. Et quand on fait un diplôme d'ingénieur, on est généralement ingénieur. Donc, c'est beaucoup plus... il y a une plus grande cohérence en France. Il y a une plus grande créativité de carrière et d'inattendu en Russie. Ok, merci. La question suivante, c'est une question de Nicolas. Et Nicolas demande les spécificités pour ouvrir une entreprise en Russie pour un étranger. Alors, Nicolas, merci pour cette question. Vaste sujet. En fait, on va dire qu'il y a deux types d'entreprises principales qu'un étranger peut créer en Russie. La principale, la plus célèbre, c'est ce qu'on appelle la OOO, qui est la SARL française. Et la deuxième, c'est ce qu'on appelle l'IP, qui est l'équivalent un peu amélioré de l'auto-entreprise individuelle en France. Donc les spécificités sont les suivantes. C'est que déjà, pour ouvrir une IP, il faut être résident. Donc un étranger qui veut ouvrir une IP doit avoir un permis de séjour временное проживание, un permis de résidence vide na жительство, ou alors doit être citoyen russe, donc il est étranger. Mais il faut être résident. La OOO, elle peut s'ouvrir par n'importe quel étranger. Donc après, ces deux entités juridiques, elles ont en général des statuts fiscaux différents. Alors il y a un statut commun qu'on appelle le régime à comptabilité simplifiée OSN en russe, qui permet de payer 6% d'impôt sur le chiffre d'affaires et c'est libératoire, avec une limite, je crois, de 150 millions de roubles à l'année de chiffre d'affaires, donc c'est colossal. Après, il y a des régimes différenciés. L'IP peut avoir un second régime à 15% qui implique un remboursement en fait des frais de dépenses exercés à l'activité. Et l'OO peut avoir un régime plus classique, pas de limite de chiffre d'affaires, mais par contre, voilà, c'est avec TVA. Alors qu'en régime simplifié, c'est sans TVA. Donc la TVA est passée de 18 à 20%.
L'OO, elle permet d'avoir des associés, elle permet les manipulations d'import-export. L'IP est plutôt dédié à du service, la vente de services. Donc voilà, c'est vraiment les deux types de structures. Et si on parle de la création de ces deux entités, alors c'est très simple en fait. Elles sont peu compliquées et peu expansives à bâtir l'une et l'autre. Pour ouvrir une OO, il y a quelques étapes. J'ai fait un petit mémo de synthèse voilà, qui est à destination des abonnés. Donc déjà, il faut pas le faire tout seul, il faut être accompagné par un cabinet de conseil. Il faut avoir un passeport et un visa en bonne et due forme. Il faut d'abord déterminer les codes qui définissent en fait l'activité et établir le nom en russe de l'entreprise. Par exemple, si vous avez créé Atsal en France et que vous voulez créer Atsal en Russie, vous faites Atsal Rus. Voilà, c'est clair. Ensuite, il faut faire une procuration devant un notaire pour en fait récupérer un document d'enregistrement qui permet de déposer les statuts de l'entreprise. Ça prend une semaine. Et dans les statuts doivent être indiqués l'adresse légale de domiciliation d'entreprise en Russie. Même si après, donc on sait que dans facto, il y a une adresse juridique et l'adresse postale et que ça peut différer. Dans les statuts d'entreprise doivent être indiqués aussi les coordonnées d'un DG russe, parce qu'en fait, quand on est étranger, si on est actionnaire principal, le temps qu'on ait le permis de travail de directeur général de l'entreprise qu'on vient de créer, il y a 2-3 mois qui peuvent s'écouler, et durant ces 2-3 mois, il faut obligatoirement un DG russe, qui est un DG temporaire en fait. Donc c'est le DG russe qui va ouvrir le compte en banque et déposer le capital social minimal qui est à peu près de 10 000 roubles. Voilà, et ensuite donc l'étranger, qui est l'actionnaire, va devenir DG, donc il va faire la procédure de demande d'obtention et d'obtention donc du permis de travail et du visa de travail, donc il doit le faire au consulat de son pays d'origine. Voilà, et après, ça prend à peu près 3 gros mois. Au bout de ces 3 mois, il peut revenir s'installer en Russie et on peut procéder au changement de DG. Et donc, voilà, l'étranger a ouvert sa OO et il est directeur général de sa OO. Si on parle de l'IP. Donc l'IP, encore une fois, il faut d'abord avoir un statut de résident fiscal pour pouvoir l'ouvrir. Ensuite, c'est très simple, il faut payer une Gospodchlina qui est en fait voilà, une sorte de document administratif russe qui pour 800 roubles, donc c'est 12 euros. Choisir un des deux systèmes fiscaux, donc c'est 6 ou 15%, donc 6 en comptabilité simplifiée et 15 en non simplifié avec remboursement. Ensuite, il faut choisir ce qu'on appelle les codes d'activité de l'entreprise, donc les OKVED. Il y en a à peu près 1600, donc vous pouvez faire de l'import de crevettes, de la danse classique, de la formation, tout est possible. Et puis après, il faut donc juste déposer à l'inspection fiscale, donc au FNS, l'alias de document de l'IP, donc c'est-à-dire le passeport avec le visa de résident fiscal, l'INN qui est le numéro d'enregistrement fiscal que tous les résidents fiscaux obtiennent, la quittance de paiement de cette fameuse Gospodchlina et le formulaire avec les codes. En gros, il faut une semaine. Diana, et au bout d'une semaine, l'IP est ouverte. Et là, on peut aller chercher ce qu'on appelle un свидетельство d'enregistrement d'ouverture de l'IP. Ensuite, il faut tout de suite faire un tampon, parce que une IP qui a un compte en banque doit avoir un tampon, et ouvrir le compte en banque avec tous ces documents. Ensuite, l'IP peut exercer. Alors, si dans une O, on a besoin vraiment d'une comptable pour gérer la comptabilité parce que c'est compliqué, pour les IP et surtout en comptabilité, en système simplifié, on peut se passer de comptable. La déclaration d'impôt est très facile, mais attention, le propriétaire en fait de l'IP est responsable de ses activités sur ses biens personnels. Donc, il faut être quand même prudent. Éviter les endeettements. Alexandre, on passe à la question suivante. Et la question suivante, c'est de Fabrice de Krasnodar, qui souhaiterait que tu abordes les bienfaits des sanctions contre la Russie. Je connais ce Fabrice de Krasnodar. Fabrice, merci pour ta question. Donc, effectivement, le sujet des sanctions, des contre-sanctions et des effets bénéfiques de la Russie, encore une fois, est un sujet qui fera l'objet d'une vidéo à part parce que c'est vraiment un sujet très vaste. Et c'est vrai que quand tout ça a commencé, beaucoup de gens ont pensé, et surtout en Occident, que les sanctions allaient être absolument fatales pour la Russie. Et c'est la presse américaine qui récemment, j'avais publié sur le site Atsal, c'est le National Interest, qui est une revue vraiment néoconservatrice, qui est un excellent indicateur des réflexions du plus haut niveau au sein de la diplomatie et du monde néoconservateur américain, qui avait publié cet article en fait en disant Is Russia winning the sanctions game? Est-ce que la Russie est en train de gagner le jeu des sanctions? Et effectivement, il parlait énormément du secteur agro-agri en disant ouh là là, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées inattendues, il y a eu un boom, il y a eu un boost, donc les sanctions ont peut-être
eu un effet défavorable à court terme, mais sur la longue durée, on est en train de percevoir que c'est un effet inverse, que ce qui était attendu est prévu. Et si Fabrice l'a pas encore regardé, ou les autres lecteurs que ça intéresse, je leur conseille de regarder le reportage qu'a fait la télé canadienne à ce sujet. J'ai eu la chance d'intervenir dedans. En fait, ils ont abordé et rencontré beaucoup de Russes qui ont justement, eux, des gens du privé, hein, qui ont justement bénéficié de ces sanctions contre la Russie. Et effectivement, le reportage montre ça, en fait, que finalement, les sanctions ont entraîné des dynamiques internes très positives pour la production russe en local. Donc, peut-être déjà relire cet article du National Interest, regarder cette vidéo de la télé canadienne russe, vous voyez le lien pendant que je vous parle, et voilà, on reviendra sur ce sujet. On fera une vidéo dédiée avec Diana. On va travailler le dossier ensemble. On fera une vidéo dédiée sur sanctions. On fera les plus et les moins, et on essaiera de voir un petit peu qu'est-ce que les sanctions ont apporté à la Russie en fait. Oui, si vous avez des questions particulières sur les sanctions, c'est l'occasion de les poser dans les commentaires. Exactement. On orientera la vidéo aussi en fonction des questions, donc n'hésitez pas. Oui. Alors, la question suivante. Où et comment Atsal a grandi et à quelles difficultés vous avez fait face sur le marché de l'emploi russe? Et Guillaume demande quid de l'entrepreneuriat en Russie et ses difficultés. Alors, oui, les deux questions sont liées en fait, puisque Atsal est une aventure entrepreneuriale. Atsal est apparu sur le marché russe du recrutement en 2012, donc quelques années après la crise de 2008, et dans une dynamique qui au cours des 10 dernières années en fait a vu une chose, c'est la baisse forte du nombre d'agences de recrutement en Russie, une mutation totale de l'écosystème russe qui a commencé à devenir beaucoup plus compétitif. Et donc, il n'a pas laissé de place aux agences peu performantes et peu efficaces. Donc, c'est pour ça qu'elles sont beaucoup confirmées. Et puis, avec une couche incroyable, c'est que beaucoup d'agences vivaient sur le fort développement des entreprises occidentales. L'écosystème a changé, les entreprises occidentales se développent moins, le staff se déseuropéanise et se russifie, on en a parlé dans une précédente vidéo, et par conséquent, il est beaucoup plus compliqué pour les agences occidentales ou européennes de trouver leur place, leur niche, leur créneau, et sans doute de faire valoir une forme d'excellence ou de qualité à l'européenne ou à l'occidentale. Voilà. Donc, je pense qu'Atsal a grandi. Pourquoi? Premièrement, parce que effectivement, c'est avant tout une affaire entrepreneuriale. Donc, c'est pas pareil. C'est pas comme si Atsal était filiale d'un groupe qui a 50 antennes dans 50 pays avec des antennes qui marchent plus ou moins bien. Atsal vient en Russie et c'est une entreprise dont le cœur bat en Russie. Donc, je pense que c'est parce qu'on est entrepreneur qu'on fait chaque projet de recrutement avec nos tripes et avec émotion et avec envie que ça marche, qu'on réussit à le faire. Et je pense que c'est pour ça qu'on a pu aussi survivre. C'est parce qu'on est allé chercher les projets, on est allé chercher les clients et on est allé démontrer une expertise qui s'avère réelle, une expertise réelle entre les attentes des clients, les réalités du marché et le fait, nous, de pouvoir conseiller le client, ne pas lui fournir des CV, mais vraiment l'accompagner sur sa recherche de profil, le conseiller sur le choix des profils, et donc intervenir vraiment comme un prestataire, un partenaire en fait, un business partner, plus que voilà une simple entreprise qui fournit des CV de candidats. Donc je crois que ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a développé peut-être des concepts assez disruptifs sur le marché russe qui finissent par s'imposer, mais en 2012-2013, quand on a commencé à travailler, qu'on a commencé à promouvoir le candidate care, les candidate experience, c'est-à-dire de faire passer des moments agréables aux candidats chez nous, de les traiter bien, de tenter de vouloir les aider et vraiment de se mettre de leur côté en fait pour les aider dans leur prise de job. C'était assez nouveau en Russie à l'époque. Aujourd'hui, c'est plus généralisé, mais je pense qu'on avait de l'avance là-dessus. On a été assez disruptif sur l'attitude et le comportement avec les candidats. Et je pense qu'on s'est très différencié des agences russes qui sont beaucoup plus, on va dire, autoritaires avec les candidats. Et aussi, on est disruptif sur le plan technologique puisqu'on a des outils, on a des tests psychométriques, on a la vidéo interview asynchrone. Donc, on est vraiment orienté outils. Donc, ça nous permet de travailler plus sur la distance. Et je pense que là-dessus, on a peut-être une différenciation avec les concurrents et les collègues, comme on dit sur le marché. Et je pense que c'est vraiment les choses sur lesquelles Atsal a bâti en fait sa croissance.
Et puis je pense on croit énormément dans le marketing. C'est pour ça qu'on est ensemble aussi aujourd'hui. C'est que on veut parler et on veut montrer aux entreprises que nous ne sommes pas qu'un simple prestataire de recrutement. Nous sommes une agence de conseil. Nous communiquons, nous écrivons, nous tentons de faire de l'influence et d'exprimer de l'expertise ou des points de vue parfois disruptifs sur l'industrie, la zone et les tendances. Jusqu'à présent, on s'est quand même, je le dis humblement, mais on s'est peu trompé. Donc, voilà, on veut vraiment se différencier. Et je pense que nous avons une réelle expertise qui nous permet de bien comprendre les enjeux interculturels, les problématiques, et donc d'aider les clients. Ça, c'est, je pense, les points de force d'Atsal. Après, les choses pour lesquelles on a souffert, je crois que c'était la deuxième partie de la question, c'est ça, les difficultés que nous avions rencontrées. Oui. Voilà. Bon, elles sont nombreuses. Donc, et ça rejoint la question de Guillaume sur l'entrepreneuriat. De toute façon, l'entrepreneuriat, je pense, dans le service, c'est de nombreuses heures d'angoisse chaque jour et quelques heures par mois de réel kaif, comme on dirait en russe, de réel plaisir. Donc voilà, je pense que l'entrepreneuriat, c'est des montagnes russes. C'est toujours, quand on est une petite structure de conseil, c'est toujours un besoin d'excellence, toujours plus, parce qu'il faut toujours monter en gamme. On peut pas s'arrêter. On peut pas être identique à ce qu'on était il y a un an. Sinon, on est mort. C'est soit on se développe, on avance et on progresse, soit on décline. Donc il y a que deux façons de faire, c'est mourir ou survivre. Et pour survivre, il faut se renouveler. Il faut s'adapter. Là, c'est pour l'entrepreneuriat, répondre à Guillaume. Il faut s'adapter à la Russie, qui est un pays absolument hors du commun. C'est pas un pays normal, c'est une expérience. Et surtout à des écosystèmes changeants. Je suis très frappé de voir quand je discute avec des partenaires ou des collègues du recrutement en France. Bon, il y a des tendances, il y a des pénuries dans certains métiers, etc. Mais c'est flat. On sait ce qui se passe. On sait le taux de chômage, on sait l'économie, on sait où sont les grandes villes, etc. En Russie, la Russie de 2000, la Russie de 2008, la Russie de 2015 et la Russie de 2022, ce sont 4 écosystèmes totalement différents dans lesquels une agence de recrutement opère différemment. Donc, il y a vraiment une permanente nécessité d'absorber ce qui se passe autour, de comprendre et de s'ajuster, s'adapter. Donc, l'entrepreneuriat est sans doute pas plus facile en Russie qu'ailleurs, mais il est quand même plus rétributeur puisque les impôts sont quand même beaucoup plus bas. Que globalement, dans beaucoup d'activités, il y a une culture du black, donc de l'argent pas officiel, que il y a une facilité de facturation, je veux dire, ça va vite. Donc il y a une culture d'impayé, mais il y a une culture de rapide facturation, donc ça va beaucoup plus vite et il y a beaucoup plus d'opportunités sans doute. Et la Russie aujourd'hui, malgré tout son développement, malgré le fait qu'à Moscou on est vraiment dans le futur, il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc voilà, ça c'est vraiment pour l'entrepreneuriat. Et les difficultés pour revenir d'Atsal, donc hormis l'écosystème russe qui est compliqué à prendre en main et à suivre, je crois qu'il y a notre métier, c'est un métier de pénurie. On est sur un marché de candidats avec pénurie de profils. Donc on vise les 20% de population qui parlent des langues étrangères principalement, ou des profils qui parlent pas de langues étrangères mais qui sont sur des professions extrêmement complexes, techniques et rares, donc ils sont très sollicités. Donc on fait de la chasse. Donc c'est énormément d'engagement humain pour aller chercher des gens, créer chez eux de l'engagement pour qu'ils vous répondent et que se crée une relation qui finisse par amener le candidat chez le client. Donc c'est énormément d'énergie, d'engagement. Donc c'est extrêmement épuisant. Sans doute d'être toujours un pont interculturel entre deux mondes qui forcément se comprennent pas à 100% est compliqué. Et puis clairement donc il n'y a pas de culture de recrutement en Russie. Il n'y a pas de formation de recrutement en Russie. Il n'y a pas une culture de talent acquisition en Russie. Donc on est sur des choses qui sont embryonnaires, neuves et qui culturellement sont pas forcément bien compris par les acteurs. Donc on est toujours dans une logique, c'est pour ça que précédemment je parlais du fait que nous cherchions à influencer et à expertiser, c'est que nous cherchons aussi à contribuer à continuer l'évangélisation de ce grand pays sur la partie monde du recrutement, pas monde RH, vraiment monde du recrutement en amont, l'acquisition. Et c'est pour ça qu'on a des projets sur ce sujet, on va rapidement y revenir. Voilà. Et puis bon, évidemment, Diana, il y a un problème principal en Russie, c'est le manque de soleil. Mais ça, malheureusement, on peut rien faire à moins d'ouvrir une filiale à Krasnodar.
ou à Sochi. Alors maintenant, Alexandre, nous passons à la dernière question qui a été posée par Alexandre. D'accord. Et Alexandre nous demande quid de l'entrepreneuriat sur les secteurs nouveaux et ou peut-être innovants en Russie et ses opportunités. Ah oui, alors merci Alexandre, c'est une excellente question et effectivement c'est le sujet clé, la question clé, puisque la Russie c'est quand même au cours des décennies 2000, 2008, 2009, 2010, on va dire, il y a eu 10 ans de croissance économique forte et de développement avec apparition de classe moyenne, ça a été boosté et créé par la demande intérieure. Aujourd'hui, ça va pas être suffisant. Il faut que la Russie, il faudrait que la Russie transforme son modèle économique. Il y a un vaste projet, comme dirait De Gaulle, mais pas un système de demande intérieure, un système de création de croissance par l'innovation et par l'optimisation industrielle. Donc, effectivement, la bonne nouvelle, c'est que les autorités russes ont compris cet impératif. Les deux impératifs clés qui sont donc la démographie et le changement de paradigme économique industriel. Donc la démographie, on en reparlera. Et pour ce qui est d'innovation, il y a des choses en cours. Il y a un immense projet 2035 là-dessus. Il y a énormément de volonté des autorités de pousser au sein des gros groupes publics les startups, l'innovation et de créer en fait une nouvelle croissance basée sur l'innovation, tout simplement. Donc il y a un projet 2035 dont j'ai parlé, qui est ce qu'on appelle l'initiative technologique nationale et qui voit en fait 5 domaines prioritaires à développer: l'éthique, l'aérospatiale, le nucléaire, les biotech et l'efficacité énergétique. Donc c'est un grand plan du gouvernement, voilà. Et les entreprises russes sont en train c'est très important, de booster en fait vraiment la R&D. Donc il y a énormément d'entreprises russes qui sont en train de pousser la R&D en leur sein, dans les gros groupes, voilà, Kaspersky, Index, Avito, etc. Donc il y a vraiment là-dessus une forte dynamique en cours. Il faut vraiment souhaiter, espérer, prier et tout faire pour que ça arrive. Mais globalement, les choses sont prendre le bon chemin. La Russie se positionne aujourd'hui comme un pays qui va développer ces sujets essentiels, qui va pousser l'intelligence artificielle. Et donc là-dessus, elle se positionne plutôt comme un concurrent, ou en tout cas sur la dynamique des Chinois, des Américains. C'est-à-dire qu'elle avance sur des sujets interdits, la génétique, l'intelligence artificielle, on va vraiment vers ça. Et là, elle prend une route, à mon avis, assez opposée à celle de l'Europe, et je pense que la Russie est sur la très bonne voie dans ce domaine-là. Et on reviendra sur ce sujet prochainement, je pense. Alors Alexandre, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de tes lecteurs, de tes abonnés. J'espère que maintenant, ils ont trouvé les réponses à ce qui les intéressait. Et encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne d'Atsal dédiée à la Russie d'aujourd'hui. Et si vous avez des questions, ou si vous souhaitez qu'on aborde des thématiques et qu'on dédie des vidéos à des thématiques sur lesquelles vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les soumettre. Vous pouvez nous écrire dans les commentaires, vous pouvez nous contacter à Atsal, vous pouvez nous écrire par Facebook ou Instagram. On va récupérer vos questions, on va faire des vidéos dédiées et on tentera d'y répondre mieux. N'hésitez pas également à mettre des pouces en l'air, des likes, pour montrer à Alexandre que ce genre de vidéo vous plaît et pour l'encourager à parler de nouveaux sujets dans ses prochaines vidéos. Merci beaucoup, merci Diana. Merci.